Le football et politique marchent toujours ensemble et ce n'est pas Samuel Eto'o qui va le démentir. Lui qui a été accueilli à bras ouverts par Poutine ou encore, pas plus tard qu'il y a quelques années, par Ali Bongo. Mais cependant, bien évidemment aussi, la politique est comme le sport. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es en train de tabasser un adversaire au match aller, au match retour, remontada. Tu te retrouves donc à terre. Tel est le cas actuellement de la handballeuse, de la dribbleuse, Sylvia Bongo. Hier, capitaine de l'équipe présidentielle dirigée par son mari Ali Bongo, le 30 août 2023, alors qu'elle était convaincue qu'elle a déjà remporté la Ligue des Champions à l'instar de l'Atlético Madrid qui gagnait le Real jusqu'à la 94e minute, 20 finalement, un Sergio Ramos, boum, coup de tête, et c'est ainsi que le Real renversa et renverse souvent les situations. Origi est donc ce défenseur du Real Madrid qui a eu à surgir dans les dernières minutes alors que le trophée avait déjà été présenté, devait être remis à Ali Bongo pour l'éternité, l'éternité. Il a été renversé. Maintenant, dans son équipe, comme dans toute équipe, ce sont les petits qui pleurent d'abord, qui s'aplatissent sur la pelouse, qui ont les mains sur la tête, qui disent ce n'est pas possible. C'est ainsi que Noureddine Bongo, avec son biberon, s'est retrouvé en prison. Cependant, comme dans les films, les grands acteurs, les grands joueurs sont toujours en dernière position. Pour contre-attaquer presque dans les arrêts de match, voilà Sylvia Bongo qui, bien sûr, a fait appel à 2 avocats français qui ont accusé les autorités gabonaises et menacé de porter l'affaire devant les institutions internationales de séquestration. Mais aussi détention illégale, arrestation illégale. Et quelques temps plus tard, Sylvia Bongo ne s'est pas limitée là puisqu'elle est repartie de l'autre côté, solliciter encore un cabinet d'avocats, cette fois-ci en Grande-Bretagne, pour venir la libérer de là. Mais pendant ce temps, la pierre d'Origi était en train d'écraser tout doucement. Jeudi 28 septembre 2023, l'épouse d'Ali Bongo, ex-première dame, a donc été présentée devant la justice, un juge d'instruction. Les enquêtes allaient de façon discrète et elle a été inculpée vendredi. Le procureur de la République, Rapona, a donc eu à retenir certains griefs contre la toute-puissante première dame, ex-première dame du Gabon, Sylvia Bongo, parmi lesquels on peut citer entre autres blanchiment de capitaux, recel, faux et usage de faux. Lorsqu'on regarde le droit gabonais, on peut se dire que rien qu'une seule accusation peut déjà lui donner au moins 10 ans de prison.
Mais maintenant aussi, il faut regarder combien d'amendes est-ce qu'elle pourrait avoir. L'affaire de Sylvia Bongo vient donc nous rappeler encore beaucoup d'autres faits, beaucoup de méfaits de ces premières dames qui, lorsqu'elles sont en haut, crachent sur tout le monde en bas, oubliant que plus tard, elles-mêmes risquent de tomber sur des épines. Sylvia Bongo aura creusé sa tombe de ses propres dents, puisque prenant les devants, mettant son mari sous curatelle. C'est ainsi d'ailleurs que Ali Bongo, lors du dernier congrès du PDG, c'est-à-dire que le Parti démocratique gabonais, dont il est le grand Manitou, avait curieusement annoncé une chose: j'ai été absent pendant 5 ans, depuis 2018. Absent. Et pourtant, on nous disait que c'est Ali Bongo qui signait tous les documents, qui prenait toutes les décisions, qu'il était très lucide et qu'il était en santé. C'est donc Ali Bongo est venu le dire, qu'il était absent, qu'il dirigeait donc le Gabon entre-temps. On comprend donc que les accusations de faux et usage de faux, et justement des politiciens qui ont dit que Ali Bongo était sous curatelle, sont fondées. Parce que Ali Bongo, après sa chute d'AVC, le 25 octobre 2018, il n'avait plus les capacités physiques, morales, intellectuelles pour pouvoir tenir. Son téléphone d'ailleurs, lui, avait été confisqué. Et ce téléphone, c'est désormais Sylvia qui l'utilisait. Les nominations, c'est Sylvia qui les faisait avec son fils, Noureddine Bongo. Ali Bongo était tout simplement là comme un zombie, nourri par quelques cuisiniers, habillé, nous dit-on, par son chauffeur. C'était donc une véritable loque humaine qui d'ailleurs, lorsqu'on voit ses agissements aujourd'hui, on se rend compte que tous ces neurones ne sont pas en place. Bien que placé sous, bien que reconnu, bien qu'étant inculpé, Sylvia Bongo n'a pas pu être placé au niveau de ce qu'on peut appeler sans famille. Sans famille, c'est le nom de la prison qui est là-bas au Gabon. Mais pourquoi donc? Alors que toutes les pièces à conviction sont bel et bien là. Le procureur de la République a juste parlé d'une assignation à résidence. Assignation à résidence qui se passe où? Qui se passe dans une maison des hôtes. Cette maison des hôtes est celle qui, bien évidemment, se trouve au quartier de la Sablière. Et quand on parle des hôtes, ce n'est pas n'importe qui. Cela veut dire que ce sont des gens qui sont d'une certaine classe, des présidents, qui se retrouvent là, ou encore des invités spéciaux, des ministres, qui sont les invités d'honneur d'Ali Bongo. Comment se peut-il donc que l'ex-première dame soit placée là, en ce moment-là? N'est-elle pas aussi quelqu'un qui ne devrait pas être au-dessus de la loi? Jouit-elle d'une certaine immunité? C'est là où on commence à se poser des questions. Des questions parce que Sylvia Bongo continue à bénéficier d'un certain statut particulier. Nous avons essayé de convoquer la loi gabonaise. Assignation à résidence,
Et qu'est-ce que cela peut entraîner? Nous avons donc vu le code de procédure au Gabon qui nous a amené vers l'article 132, l'article 143 et aussi l'article 138. Cet article, je vais essayer de vous les lire pour voir comment est-ce que Sylvia Bongo, qui est accusé comme son fils se retrouve en prison pour les mêmes motifs et elle, pas en prison. Y a-t-il un certain plan? Comme je vous ai dit, je vais d'abord parler de ce qu'on appelle l'assignation à résidence. Je vais lire ce que le droit gabonais nous dit. Je vais prendre l'article 143, comme je le disais, et qui concerne l'assignation à résidence. Dans le cas où un inculpé ou un accusé est laissé ou mis en liberté provisoire, le juge d'instruction ou la juridiction compétente peut lui assigner pour résidence un lieu d'où il ne doit pas s'éloigner jusqu'à décision définitive, sans autorisation expresse du juge ou de la juridiction. Cela veut donc dire que, bien qu'elle soit inculpée, alors que les autres qui ont seulement été inculpés pour vol d'un papier se retrouvent dans cet endroit qu'on appelle sans famille, eh bien, Sylvia peut encore avoir une chambre climatisée, un domicile climatisé, des beaux mets bien préparés, bien cuisinés, une maison bien entretenue. Bref, Sylvia Bongo vit dans un palais aux frais du contribuable gabonais, bien qu'elle soit inculpée pour des délits très très graves. C'est aussi ce qu'on peut appeler une liberté provisoire. Parce que, certes, l'assignation veut tout simplement dire qu'elle ne peut pas sortir comme elle veut, mais aussi la liberté provisoire veut dire tout simplement que tu es libre un peu de tes mouvements, mais tu ne peux pas sortir du pays, tu ne peux pas sortir d'un certain secteur qui est déterminé. La liberté provisoire est aussi donnée par un juge d'instruction. Comment a-t-elle obtenu rapidement cette liberté provisoire, puisque les enquêtes ne sont pas encore terminées, alors que les autres, directement, il y a les mandats de dépôt. On n'a donc pas beaucoup compris cette tactique-là. Et je vous ramène donc sur l'article 162, qui parle justement de la liberté provisoire. Non, 138, qui parle de la liberté provisoire. Parce qu'après, je vais revenir sur l'article qui parle de la détention préventive. Liberté provisoire, je vous cite ce qui se dit dans le droit gabonais. En toute matière, ça c'est l'article 138, en toute matière, lorsqu'elle n'est pas de droit, la mise en liberté provisoire peut être ordonnée par le juge d'instruction sur les réquisitions du procureur de la République à charge pour l'inculpé de prendre l'engagement de se présenter à tous les actes de la procédure. Le procureur de la République peut également la requérir à tout moment. Ce qui veut donc dire que, oui, Sylvia Bongo vit librement, circule librement dans sa maison. On ne sait pas si elle peut sortir de son quartier, parce que le procureur de la République n'a pas eu à donner beaucoup de détails sur ça. Or, comme je le dis, lorsqu'on voit le nombre de prévenus au Gabon, des gens qui ont été jetés en prison, et d'autres d'ailleurs qui sont accusés de petits détournements, eh bien,
ils ne bénéficient pas de la liberté préventive. Ils sont jetés en prison. Et d'ailleurs, on peut voir d'ailleurs la cruche Alianga, qui était le directeur de cabinet d'Ali Bongo. Mais il n'a pas bénéficié de cette liberté préventive. La liberté préventive, selon l'article 132, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous lis. La détention préventive est une mesure exceptionnelle. Là, c'est, je n'ai pas dit, je me suis trompé en disant liberté préventive. Ça, c'est la détention préventive. C'est-à-dire que ceux des membres du gouvernement qui ont travaillé avec Ali Bongo sont en prison. Le fils d'Ali Bongo est en prison. Il n'est pas condamné. Il n'a pas été jugé. Mais on se dit, il peut s'enfuir à tout moment. A-t-on retiré le passeport à Sylvia Bongo lorsqu'on sait qu'à partir des moyens illimités qu'elle peut avoir, elle peut détaler à tout moment? Qu'est-ce qui a été pris? La détention préventive, je disais donc, est une mesure exceptionnelle. Elle ne peut être ordonnée ou maintenue que lorsqu'elle est l'unique moyen de conserver les preuves, les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre inculpés et complices. Lorsqu'elle est nécessaire par l'infraction pour mettre fin à l'infraction, prévenir son renouvellement ou pour garantir la représentation de l'inculpé devant la justice. Qu'est-ce qui nous garantit que Sylvia Bongo sera toujours présentée devant la justice? Alors que nous savons que beaucoup de ces avocats aujourd'hui sont en train de manigancer pour qu'elle se retrouve rapidement à Paris. Pourquoi a-t-elle bénéficié de toutes ces faveurs lorsqu'on sait par exemple que Sylvia Bongo lui a bénéficié de l'argent des Gabonais et est impliqué dans ce qu'on peut appeler un réseau international de corruption, de blanchiment d'argent. C'est de la criminalité transnationale où elle est impliquée. Il faut se dire quand même qu'en 2014, Ali Bongo d'abord a entrepris une certaine réforme. Enfin, pas une réforme. Il a dit, nous allons engager ce qu'elle appelait la stratégie d'investissement humain. Cette stratégie d'investissement humain, c'est sous la houlette du gouvernement. Sylvia Bongo n'est pas membre du gouvernement. Curieusement, toutes les décisions sont coordonnées et tout l'argent par Sylvia Bongo. Où est parti cet argent? On n'en sait rien. On sait également que Sylvia Bongo a bénéficié d'un certain nombre de choses, telles que les tests Covid. Et on a crié au scandale avec les 65 000 tests Covid qu'on ne savait pas comment est-ce que ça faisait. Et au-delà de ça, on a commencé à dire qu'elle est en train de gérer des dons à des personnes qui étaient peut-être dans le besoin, mais c'était l'argent de l'État. On dit, on va vous envoyer de l'argent au niveau du téléphone. Allez-y, vous allez recevoir telle ou telle somme. Après, on nous dit que chaque Gabonais ou de famille pauvre, pendant le Covid, devait recevoir 60 000 francs. Combien de personnes ont réellement reçu cet argent? Combien d'argent avait été débloqué, défalqué? Elle est partie créer quelque chose à Ndjongé, où elle disait que c'est pour la lutte contre le cancer. Eh bien, beaucoup de dons ont été donnés par des partenaires internationaux. Cet argent venait directement dans les caisses de Sylvia Bongo sans pouvoir rendre compte à qui que ce soit. Donc, sur le plan international, Sylvia Bongo a fait des détournements dans les caisses du Gabon. Elle a aussi fait d'énormes détournements. Et en fin de compte,
C'est une affaire donc de criminalité, de blanchiment d'argent. À Londres, on sait également que Sylvia Bongo a beaucoup investi là-bas, comme aussi à Paris. Elle a des comptes offshore. Il faudrait que les enquêtes nous déterminent jusqu'où l'argent du Gabon est allé. On se souvient, bien évidemment, qu'elle était avec la femme de Tony Blair. Ah oui, c'était très joli, la femme de Tony Blair, parce qu'elle se cachait derrière Institute for Global, quelque chose comme ça, Change. Mais derrière aussi, c'était une grosse opération de mafia, de détournement, de blanchiment d'argent, de blanchiment de capitaux. Combien d'argent est passé par là? Puisque lorsqu'on voit Ali Bongo courir subitement dire que maintenant le Gabon va au niveau du Commonwealth alors que les Gabonais ne parlaient pas anglais, c'est juste parce qu'elle voulait tisser son réseau international là-bas. Sylvia Bongo avait prévu tout avant à travers une fondation où elle a pris des gens qui sortaient, certains en Afghanistan, d'autres qui sortaient de la Syrie. Elle avait même recruté un certain Guillaume Adam. Guillaume Adam. C'est lui qui est d'abord devenu le président, ou enfin le directeur général de sa fondation. Or, ce monsieur était là pour installer un vaste réseau avec un autre qu'on appelait Erwan Legrand. Ils ont réussi à faire de telle sorte que même avec Chantal Biya, le réseau devienne non seulement régional, et d'ailleurs même aussi, mais aussi avec des représentants au niveau de ce qu'on peut appeler les paradis fiscaux. Ils ont donc réussi à travers des fondations, à travers leurs fondations respectives, à détourner beaucoup d'argent. Nous le savons très bien, que ce soit la Convention de l'ONU de 2003 sur le blanchiment d'argent, Sylvia Bongo doit être poursuivie parce qu'elle est impliquée pieds et mains. Nous avons, quand ils disent maintenant, quand ils disent qu'ils veulent venir juger cette affaire en France, mais il y a la Convention de Maputo, il y a la Convention de l'Union européenne, de l'Union africaine. Mais le Gabon avait souscrit à ça. Mais le Gabon, quand Ali Bongo le faisait, ne savait pas que sa propre femme allait revenir se retrouver là-bas. Quand vous avez Jessie Elae Koga, elle était aussi à la fondation. Il était à la fondation. Il a dirigé la fondation avec, après, ce mafieux d'Adam. Et puis, Sylvia l'a envoyé au niveau du palais. C'était uniquement dans les vastes réseaux de détournement. Chacun a vu, et je vais encore le reprendre, les déclarations de Patricie Tenaza, qui a carrément dit, c'est-à-dire que l'ancien directeur de Gabon Oil Company a carrément dit qu'il versait à Sylvia Bongo à travers justement cet autre bandit de la fondation qui est devenu le conseiller ou bien qui est devenu Kidali Bongo au niveau du palais. Mais combien? 650 millions. Il avait dit que c'était deux, au moins deux fois. S'il vous dit déjà ça, lui, il se retrouve en prison. Donc, Patrice Chitanaza se retrouve en prison. Les Jessie et Koga sont poursuivis. Et ils ramassent les quelques sommes. On dit que c'est 61 milliards qui ont été détournés. Et que tout. Mais vous vous rendez compte, pour un petit pays comme le Gabon, on vous parle de détournement de 61 milliards. Et on vous dit que cette femme est là, dans un palais, en train de manger les poissons braisés, les poulets, en train de commander les beaux fruits qui viennent directement de la France. Alors que, avant de rencontrer Ali Bongo, elle était déjà gabonaise. Elle avait déjà pris sa nationalité. Les crimes ont été commis au Gabon.
comment peut-elle se retrouver actuellement en train de préparer la fuite? Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Ne pas enfermer, ne pas mettre Sylvia Bongo, c'est une stratégie de faire qu'elle prenne fuite. Parce que les Chantal Biya ont dû intervenir. Ne pouvant pas libérer Sylvia Bongo, on a juste essayé de repousser et de dire que oui, on place d'abord. Mais est-ce que le général Oligui Nguema, qui d'ailleurs n'a pas encore rencontré Biya, il a commencé par aller rencontrer, bien sûr, le président de la Guinée équatoriale qu'il a qualifié comme étant le plus sage, le doyen des doyens, donc Obiang Nguema, et maintenant il va rencontrer Sassou Nguesso. Il n'a pas encore rencontré Paul Biya. Pourquoi? Parce que Chantal Biya a tellement mis de la pression qu'on libère Sylvia Bongo. La France aussi aidant, et surtout le Cameroun étant le voisin, le Cameroun, le Gabon dépendant presque du Cameroun. Voilà pourquoi est-ce que Sylvia Bongo se retrouve presque au bon petit soin. Regardez le mal que cette femme-là a fait. Le palais, c'était elle. C'est elle qui a dirigé le palais, qui a nommé tout le monde au palais, exactement comme Chantal Biya est en train de faire. Regardez autour de Bongo qui était déjà là. Bien évidemment, je ne vais pas parler de Pascaline qui était déjà directrice du cabinet au temps de Omar Bongo le père, en 2008. Mais on vient quand même, en 2006 même, elle était déjà directrice du cabinet. Mais quand on essaie de regarder tout autour les gens que Sylvia a dégagés, juste pendant que Ali Bongo était malade, vous avez Jean-Luc Ndong Ambame. Il était qui? Chef de sécurité d'Ali Bongo. Dehors. Elle a pris l'intendant. Dehors. C'était Stidéré. Puis, elle allait prendre l'aide de camp d'Ali Bongo. Arsène Mbaou. Dehors. Elle a donc pris aussi le directeur des renseignements de la garde républicaine, dont le petit frère d'Ali Bongo, Frédéric Bongo. Dehors. À partir de là, le boulevard était déjà là. C'est ce que Chantal Biya a fait. Parce qu'elle voulait déjà positionner et son fils, et c'est ce que Chantal a aussi calculé. C'est pour ça que l'inculpation ou même l'emprisonnement de Sylvia Bongo, cela veut dire l'emprisonnement de Chantal Biya. Parce que regardez ce que Chantal Biya a fait au palais. Le directeur du cabinet civil, c'est elle qui a fait qu'il revienne là, que voilà, comme tu voulais beaucoup gueuler là, bon, maintenant tu deviens mon essuie-pied. Je t'envoie m'acheter le piment, je t'envoie m'acheter les garnitures et puis tu cours. Vondayola là comme ça. Elle l'a pris. Qui? Quelqu'un qui jouait avec elle dans la cour à l'époque. Secrétaire général de la présidence. Il est là depuis 2011. Ngongo. L'adjoint avec qui il jouait. Non, c'est plus. Oui, depuis 2011. Elle connaissait Ngongo depuis les États-Unis et même au niveau du quartier Mangué. Elle a pris quelqu'un qui dit qu'il est devenu pasteur là. Il prie là-bas. Le père d'Indira, Babouké. Il a dit que viens ici. Partout, les conseillers et machin, la femme de Bidounkpa et tout ça. Voilà comment est le palais. C'est Chantal Biya qui dirige. Et elle devra comprendre, avec ce qui est en train d'arriver au Gabon, que, bien sûr, ça finira par arriver au Cameroun. Vous êtes là, vous êtes en train de dire que, wow, on va prendre les gens, que voilà les gens qui sont
en train de défendre Paul Biya. On va prendre les sorciers. Ils viennent chanter là, ils disent que, oh, vraiment, les écans ont décidé que si quelqu'un tente, on va faire ceci, on va faire cela. Mais Ali Bongo était franc-maçon. Ali Bongo voyait tous les marabouts. Même celui qui a envoyé Paul Biya faire les pratiques maraboutiques, c'était Mobutu. Mais quand le coup d'État arrive, hein, les gens qui sont là, à l'est là, au sud là, ils disent qu'ils sont les quoi là, les hommes là. Ils sont partis organiser une séance de sorcellerie. Ils disent qu'ils ont fait, combien là? 10 jours, 10 nuits, sans boire, sans manger. Ils étaient au quoi là, et ils demandent aux femmes de venir passer une nuit. Ils n'ont pas fait l'amour, grâce pour Paul Biya. Qu'est-ce qu'il y a en Camerounais tente? Ils vont voir, ils vont transformer les Camerounais en quoi là? Ils vont les écraser comme les moulinex. Dès que tu prends l'arme comme ça ne peut pas entrer. N'importe quoi. Tout le monde voyait comment on accrochait des choses à Ali Bongo. Il se croyait invincible. Mobutu se croyait invincible. Mais quand Kabila a dit qu'il va le renverser, il ne l'a pas renversé. D'ailleurs, je vais vous faire, parce que vous avez certainement écouté ce reportage, je vous fais encore écouter ça, parce que ça fait rire. C'est qui... Rituel de purification, d'expiation, de traitement et de protection. Et si un homme tenu ce vendredi 22 septembre au village Nian, à une dizaine de kilomètres de la ville de Yaoundé dans le département de la Mopou et Yakono, a pour objectif majeur placer le Cameroun, pays de paix, sous la haute protection du Christ Saint béni, en ce moment où les forces du mal sont de plus en plus excitées. Nous avons développé cette approche parce que nous constatons que dans d'autres pays voisins, ou alors un peu plus éloignés, il y a des brebis. Nous sommes en train de renvoyer toutes les mauvaises pensées, toutes les mauvaises idées qui tendent à vouloir déstabiliser notre pays, à vouloir déstabiliser le pouvoir de notre président de la République, qui est bien évidemment Écan, mais qui n'est pas pour les Écans, il est pour tout le Cameroun. Vraiment. Pour pratiquer le rituel ici, il est exigé aux femmes qui ont répondu présentes de passer à l'épreuve du nettoyage spirituel de l'arbre astral. Le petit rituel que vous aviez vu là, c'est pour mettre toutes ces femmes à l'abri de toutes les mauvaises choses, parce qu'on ne sait pas comment et où est-ce qu'elles ont dormi. Mais il fallait inviter Chantal Biya. Vous savez qu'elle dort où? C'est pour une façon de faire renaître notre coutume qui est en train de se perdre. Donc, c'est la coutume là qui a fait que Paul Biya devienne président. Vraiment. Du village Nian, où se chauffent traditionnels les hommes là, représentant de nombreux Zomlo, hein? du sud au centre, Parlez vite. Zomlo m'attend déjà. Je dois parler de lui. sans se laver, sans se brosser les dents, Hein? sans rapport sexuel, question d'être en phase avec eux-mêmes, créer facilement un contact avec les ancêtres. Est-ce que ce que vous-même, en tant que homme des médias, vous avez mis sur place? Donc les ancêtres aiment quand tu ne te laves pas, quand tu ne te brosses pas les dents, Et je peux quand tu es sale. vous assurer que Vraiment. a toujours été un pays de paix, mais sera plus que et plus jamais un pays de paix. Ici, chaque clan a convoqué ses ancêtres à travers une litanie pour ouvrir le portail entre le monde des vivants et celui des morts. Le gars là, il appelle qui comme ça? Il est en train de parler au cadavre. Hein. Des rituels sont effectués. Est-ce que vous avez vu un cadavre venir là? Entre invocation, acclamation, Les gars là ne savent pas qu'ils peuvent faire comme ça. C'est le cadavre de Hidjo qui apparaît. cette offrande de Dieu, faite d'herbes sèches et d'autres élémentaux, va prendre L'herbe sèche, le tabac. Nous sommes sûrs et nous le savons, nous le ressentons. Lorsque nous appelons nos ancêtres, nous sentons qu'ils sont avec nous. Et il y
Vous sentez. Ils sentent comment? C'est quel parfum? Vous ne pouvez pas témoigner, mais beaucoup de choses ont été faites pour que le Cameroun reste et demeure dans la paix. La réponse a été immédiate et nous pensons que notre vœu La a réponse- été exaucé. La réponse a été immédiate. Hein. Nos ancêtres que nous avons appelés. La présence Vos ancêtres même sont morts. inonde des choses. Et ils vont venir pour... Vraiment, Des c'est... personnes malades sur les lieux, Ori et Siena. Bon. Pardon, les comédiens, si, laissez-moi. Ça, c'est des comédiens. Voilà les gens qui vivent seulement d'un kilo de riz pendant l'élection. Regardez votre pays, le pays organisateur, comme ça la Tébé en avait écrit. Il n'y a pas de route, il n'y a rien. On ne veut pas déstabiliser, on ne veut pas déstabiliser. Regardez-moi des ignares comme ça, là, des villageois. Vous parlez avec des ancêtres. Les ancêtres là ne vous aident pas à construire des maisons. Les ancêtres là ne vous aident pas, ne serait-ce que là où vous êtes là, à pouvoir payer la scolarité de vos enfants. Regardez comment est le Sud. Mais vous communiquez avec les ancêtres, avec le vieux billard. Vous voyez ce que vous appelez là? Vous ne savez pas que mon père est mort? C'est lui que vous avez appelé. Hein? Mon père peut faire comme ça. Même ma mère là est morte. Hein? Ah, les gars de Vision 4 là. Coupez aussi la partie là. C'est bon. Mon père là est mort. Prenez ça, vous passez ça partout. Mon père est mort, ma mère est morte. Moi aussi, je cause souvent avec eux. Hein? Et je vais leur dire de venir là-bas entrer au palais. Vroup. Ils vont attraper aussi Paul Biya. Puisque vous avez aussi appelé les morts. Moi aussi, je vais convoquer ma part de mort. Maintenant, chaque Camerounais, convoquons nos morts. Les gens du Nord, là, convoquez Amadou Ahidjo qui est mort. Convoquez Madame Ahidjo. Oui, les gens de... Mais, vous savez même comment? Maintenant, nous sommes dans la convocation des morts pour venir sauver les vivants. Hein? Pays des zombies. Franchement, mais, en tout cas, aucun pouvoir n'est éternel. Et ce ne sont pas les forces mystiques, les forces du mal. Ce ne sont pas les gens qui sont morts qui viendront continuer à protéger Biya qui, lui, a tué des militaires, des gendarmes. En invoquant ces esprits de mort, sachez que ceux du 6 avril 1984, l'esprit de Grandi qui a été assassiné, ce sont ces esprits-là qui vont se lever, qui viendront faire ce que Ahidjo avait prédit. Le coup d'état mystique. Pendant que vous serez avec vos chasse-mouches et vos moulinettes, vous verrez juste l'esprit qui va passer à étudier vroom, tout le monde à terre. Comme le disait Jean-Michel Cancan. Tout le monde est dans le Sissongo.